juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec une triathlète. Je suis très heureux de tendre le micro à Stéphanie Trébuc. Salut Stéphanie. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, un peu la course, non ? Ouais. Réunion d'équipe ce matin, timing serré, comme d'hab. Voilà, là en fait c'est ta bouffée d'oxygène. Là tu peux... Ouais, c'est ça. Respire. On va parler triathlon, on va parler de toi. Normalement, c'est des choses que tu connais. T'as pas besoin de... Voilà, donc c'est plus cool. T'as pas besoin de faire de présentation ni rien. Tout va bien se passer. Ok ? Nickel. Bah écoute Stéphanie, j'ai une première question qui est toujours la même dans ce podcast. Je demande à mes invités de se présenter. Donc dis-nous tout. Qui est Stéphanie Trébuc ? Donc c'est Stéphanie. J'ai 45 ans. J'habite dans le sud de la France, au Pays Basque exactement. Donc un superbe terrain de jeu pour faire du sport outdoor, parce qu'on a l'océan, on a les montagnes, les collines, de superbes terrains de jeu, une magnifique route pour rouler. Donc voilà, j'ai 2 enfants. J'ai un enfant, un grand qui a 17 ans, qui a pas 17 ans, et un petit de 10 ans. Je travaille dans un cabinet d'assurance spécialisé dans le risque sportif. On assure en fait les sportifs professionnels dans le rugby. On assure les joueurs de Pro D2 et Top 14 essentiellement. Et ensuite, dans le basketball, handball. Et on voudrait se diriger vers le sport féminin. Ça me tient à cœur. Bon alors attends, parce qu'on est sur un podcast qui parle de triathlon. Tu nous cites plein de sports professionnels, plutôt des sports collectifs. Vous assurez pas des triathlètes ? Non, parce que on assure pour l'instant des sportifs qui ont une rémunération, qui ont un salaire. Et on fait de la prévoyance. Donc c'est-à-dire par exemple un joueur, quand il se blesse, c'est son métier, donc il a une perte de revenus et nous on vient compléter ses revenus via la prévoyance. Donc aujourd'hui c'est surtout du sport collectif, mais on construit aussi des produits pour les sports individuels, donc ça ne saurait tarder. Oh cool, on n'était pas forcément là pour parler de ce cabinet d'assurance. D'ailleurs tu nous as pas dit le nom, allez tant qu'à faire, on balance. Sport Pro Assurance. Bon voilà, ça porte bien son nom. Mais donc on n'était pas forcément là pour parler de sport pro, mais c'est intéressant aussi, je pense, de pouvoir aborder ce sujet déjà pour savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie. On l'aura compris que du coup ça tourne autour du sport aussi. Et puis peut-être aussi donner des idées, des conseils à certaines personnes qui nous écoutent, qui se poseraient la question. Des triathlètes professionnels, on en a dans nos auditeurs, on en a eu comme invité. Ça veut dire quoi en fait pour toi des sportifs qui sont professionnels, qui sont salariés ? Ça veut dire en gros des sportifs qui sont, là on comprend plus dans des sports collectifs, qui sont payés par leur club ? Ouais, tout à fait. Voilà, ils sont rémunérés par leur club, selon leur employeur. Nous, on fait du triathlon amateur, c'est notre sport, notre loisir. Sauf que eux, c'est leur métier et leur métier comporte beaucoup de risques, de blessures. Et quand ils sont blessés, quand ils ne jouent pas, c'est un trou dans la fiche de paie. Et comme les salaires professionnels dépassent le plafond de la sécurité sociale, en fait, il y a un plafonnement qui se fait. Et donc, nous, on vient compléter pour pas qu'il y ait de perte de revenus, pour que les sportifs de haut niveau puissent continuer à avoir leur train de vie et pouvoir couvrir leur famille derrière. Donc, c'est pour ça que ça se tourne surtout sur des sportifs qui sont salariés au sein d'une structure. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu de personnes sont au courant de ce système-là. Et quand on est sportif, et surtout dans le rugby, on se dit, moi, je suis fort, moi il ne peut rien m'arriver. No pain, no gain. Voilà, c'est ça. Mais malheureusement, quand on se blesse sur des temps qui sont assez réduits, ça passe. Mais quand on est blessé 6 mois, 4 mois, 6 mois, c'est compliqué. Et on fait aussi de la perte de licence. Donc, qu'est-ce que c'est la perte de licence ? Mais quand un rugbyman ou un footballeur se blesse gravement et il n'est plus jugé inapte à la pratique de son métier,
On appelle ça, ils tombent en perte de licence. Donc derrière, ils touchent un capital pour pouvoir se retourner, parce que si on n'a pas prévu l'après, si on n'a pas prévu de reconversion, là, ça pose un petit problème. Donc, au-delà de l'aspect psychologique, sur l'aspect financier, ça peut s'avérer compliqué. Et du coup, vos clients, ce sont les clubs ou ce sont les sportifs en individuel? Les deux. Donc, les clubs pour l'assurance collective, et ensuite les joueurs pour les gros salaires qui viennent ensuite prendre une individuelle, pour venir en complément et vraiment arriver à compléter son revenu. Ok, bon bah écoute, j'espère qu'il y a des sportifs, des triathlètes pros qui nous écoutent, ou des trailers, ou des coureurs, ou des cyclistes, et puis qui se posent la question. Du coup, on les renvoie vers les notes de l'épisode où je mettrai tous les contacts pour pouvoir, alors tous les contacts vers tes réseaux sociaux pour pouvoir échanger avec toi. Ça marche? Merci beaucoup. Bon, donc on n'était pas là pour parler de sport pro, mais voilà, il fallait le citer. Je pense que c'était important. Mais du coup, toi, t'es là parce que t'es triathlète, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mais alors, par hasard, triathlète par hasard et sur le tard. Alors attention, parce que j'ai déjà eu un invité il y a quelques semaines, et justement l'épisode s'appelait triathlète par inadvertance. Alors il va falloir que tu nous expliques ce que c'est qu'une triathlète par hasard. Par hasard, je ne connaissais pas du tout le triathlon. Alors du tout, et ça m'est tombé dessus quand j'avais l'âge de 28 ans. Donc avant ça, j'ai fait 10 ans de basket. Après, je faisais surtout du sport en salle, du footing, mais jamais vraiment, à part le basket, jamais vraiment de compétition du tout. Mais le sport, j'avais la chance d'être un petit peu à l'aise avec le sport, vraiment à cause des gènes de mon papa qui était cycliste. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps en train de courir, mais pour le plaisir. Pourquoi? Parce que j'étais très, 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 très timide. Mais timide à en être sauvage et à ne parler à personne. Et le sport, en fait, c'était mon moyen d'exister, de remplir un petit peu le réservoir de confiance en moi, de me sentir vivre. Et c'est le seul endroit où je me sentais bien. Quand j'étais jeune, voilà, vraiment timide. Bref, donc le sport m'a aidé en fait à me sortir de ça un petit peu. Et pourquoi le triathlon? Parce que je me baladais en Espagne, parce que voilà, j'habite du côté de Biarritz, donc on n'est pas loin de la frontière espagnole. Et les Espagnols, ce sont des fous de sport. Et il y a une ambiance d'ailleurs complètement folle. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que tous les pays limitrophes à la France sont des fous de sport, mais en France, on est juste des pratiquants. Ouais. C'est le moindre petit duathlon, le moindre petit triathlon dans le petit village. On a l'impression qu'il y a tout le village réuni dehors, avec des banderoles partout, avec une ambiance extraordinaire que je n'ai pas forcément trouvée ici en France sur les petites organisations. Donc, je me suis trouvée par hasard un jour en Espagne et dans un petit village de pêche. Et là, je vois du monde, le micro à fond, etc. Je dis, qu'est-ce que c'est fou. Et je vois des gens sortir de l'eau. Non, je ne connaissais pas le triathlon. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? Et donc là, on m'explique que c'est un triathlon. Et donc, j'étais complètement ébahie. Et je vois une fille passer devant moi, une triathlète en train de courir, avec un smile qui en disait long. Et je sais pas. Et là, je me suis dit, je veux faire ça. Et t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 28 ans. Je veux faire ça, sauf que au détail près que je ne savais pas du tout nager, que je ne faisais pas de vélo et que je savais juste courir. Bon, c'est qu'un détail, tout ça. Un détail. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas comment t'expliquer. Un gros déclic. Pourquoi? Mais peut-être parce que c'est un enchaînement de 3 disciplines et que je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement. Faire que courir. J'ai fait juste un marathon dans ma vie et je trouve ça ennuyeux. Donc voilà, je me suis lancé ce grand défi. Et là, je n'ai pas voulu m'inscrire directement dans un club de triathlon parce que je me suis dit ça va être la grosse honte. Et j'ai croisé un pote qui m'a dit je connais un entraîneur de natation, il va t'entraîner à nager. Je voulais juste au moins savoir faire de brasse, faire 50 mètres avant de me dire allez go, je vais dans un club de triathlon et apprendre à faire le reste. Et donc ce jour vient et l'entraîneur me jette à l'eau et me dit allez vas-y, montre-moi ce que tu sais faire.
Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, il n'est pas prêt parce que moi, je ne sais rien faire en fait. Je ne sais vraiment pas nager. Et donc là, je fais 3 mouvements de je ne sais quoi. Et là, il me dit, ah ouais, c'est pas gagné. Et là, j'étais vexée comme un pouf. Et je me suis dit, en fait, je vais apprendre toute seule, je ne vais pas apprendre avec toi. Il m'a démoralisée. Moi, j'ai besoin d'être tirée vers le haut. Moi, tout ce qui est un peu négatif, je le fuis. Et donc là, me voilà regarder des vidéos, comment nager, comment En fait, il t'a pas respirer. tellement démoralisé. Au contraire, il t'a donné la niaque. Il t'a fait réagir, quoi. Ouais, oui. Oui, non, je ne vais pas rester sur, voilà. Et puis, je suis une autodidacte hein, pour tout. J'ai monté mon entreprise, j'ai tout aussi en parallèle. J'ai une société de My Office Manager de sous-traitance administrative. Et je mets à disposition des assistantes pour des entrepreneurs qui n'ont pas la possibilité d'embaucher une assistante ou qui n'a pas besoin d'une assistante voilà, à temps plein. Bon, bref. Donc, j'ai fait mon site internet toute seule. Enfin, je suis autodidacte pour tout. Donc, c'est pour ça que j'ai appris aussi à nager toute seule en regardant des vidéos. Donc là, avec masque, tuba, la totale, etc. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit, allez, c'est bon, t'es pas trop ridicule. Tu arrives à faire 100 mètres toute seule. Donc, je me suis inscrite dans un club de triathlon ici local, au BO, au Biarritz Olympique. Et c'est là que j'ai fait, voilà, que j'ai démarré. Et c'est dans mon tempérament que quand je commence quelque chose, je le fais à fond. Donc, très sérieuse aux entraînements. Sauf que je suis tombée enceinte 1 an après. Donc, on arrête tout. J'ai pas vraiment, voilà. En plus, quand je suis tombée enceinte, donc après j'ai repris rapidement, mais quand t'es maman, tu peux pas, j'étais seule la semaine, donc je pouvais pas faire les entraînements du club, donc toute seule, donc et j'avais un boulot à côté qui me prenait énormément de temps, donc ça veut dire que je m'entraînais sur ma pause déjeuner et le soir dans le garage quand le petit était au lit avec la frontale. Sur le home trainer, faisait enchaînement home trainer, enfin une folle dingue. Attends, mais t'étais enceinte, mais ça veut dire il y avait un mari dans l'histoire. Donc, Oui, mais la semaine, j'étais seule, donc que sur les pauses déjeuner et tard le soir quand le petit était au dodo. Et voilà, après j'ai fait beaucoup de courses locales, voilà, à petit niveau. Et après la naissance de mon 2e enfant, donc j'ai fait toujours du triathlon, mais sur du temps pas beaucoup disponible. Et quand après la naissance de mon 2e enfant, j'ai décidé de prolonger mon congé maternité. Donc là, je me suis dit, là, j'ai du temps, donc je vais me prendre un coach pour une fois et on va y aller à bloc. Donc mon 2e, je l'ai eu en 2013 et quand j'ai pris mon coach, il m'a dit, c'est quoi ton objectif? En fait, c'est la première fois qu'on me fixait des objectifs, à part de faire en temps de temps mon premier triathlon. Alors, je vais peut-être un peu vite dans les étapes, mais j'ai commencé les triathlons par le S, comme tout le monde, enfin. J'ai pas passé du XS au L, j'ai fait dans l'ordre S, bon, c'est bon, ça passe, M, c'est bon, ça passe. Et après, j'ai fait mon premier half à Aix-en-Provence en 2011, voilà, avec un entraînement assez pauvre, comme je t'expliquais, c'était sur mon temps après entre le travail et les enfants. Donc là, mon premier half, je le termine à Aix-en-Provence en 5h45. Bon, voilà, très contente. J'ai pas subi, donc top. Mais donc voilà, j'ai pris le virus du triathlon, manger, dormir, comme beaucoup, je suppose. Et donc en 2013, je décide de prendre un coach en triathlon. Et on s'était fixé tous les deux pour objectif d'avoir un titre régional en triathlon sur cette année-là. Et donc, objectif réussi le jour de mon anniversaire en 2014. Donc, sur quelle distance là c'était? Là, c'était une distance M. Ok, donc distance olympique. Donc là, c'était super heureuse et super fière de moi parce que je venais de loin. Mes parents qui sont venus me voir, qui n'ont jamais dit vraiment qu'ils étaient fiers de moi, qui étaient comme des oufs. Séance émotion. Ouais, voilà, ouais, vraiment. Et puis bon, l'entraînement, je l'ai suivi
à la lettre. S'il y avait 5 minutes de récup, j'en faisais 5, j'en faisais pas 6. Enfin, j'ai suivi. Mais parce que voilà, j'avais la chance d'avoir le temps parce que j'étais en congé, la fin de mon congé maternité. Donc, j'ai pris rapidement après la naissance de mon deuxième. Puis là, quand même, ça fait 2 ans où je n'en fais plus trop parce qu'on pris par le boulot. Mais le triathlon, c'est cyclique, je pense. Je sais pas si tu as eu d'autres auditeurs comme ça. Mais c'est bouffeur, voilà, d'énergie et voilà, quand on le fait vraiment à fond, on a conscience aussi du temps et de l'énergie que ça demande. Donc, j'aime pas me lancer dans quelque chose tout en sachant que je pourrais pas suivre les plans d'entraînement, tout en sachant que ça va être compliqué au niveau de l'organisation à mettre en place. Et puis, j'ai fait tellement de compétitions qu'à un moment donné, bon, voilà, j'ai 45 ans. Aujourd'hui, ce qui me plaît dans le triathlon, c'est plutôt le fait de passer d'avoir 3 disciplines et de pas être dans cette routine sportive, en fait. Donc, tu nous disais 2013, tu prends un coach et qui t'emmène à cette victoire au niveau régional en distance M. Après, t'as baissé un peu le niveau ou ça a été progressif? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que t'as fait en fait en gros depuis 2014? Après 2014, je me suis mis surtout à faire de la distance L. Donc, j'ai jamais fait du XL. Hein. Pourquoi? Parce que je sais que ça demande encore plus de temps et que je vais pas, à part me mettre chez Pôle emploi et vendre mes enfants. Des fois, on peut les louer, tu sais, à des gens qui peuvent pas en avoir. J'ai ou alors... tenté, mais bon, j'ai 2 garçons. Donc, je suis restée que sur la distance L. Parce que je sais que c'est une distance où je peux m'éclater et que je vais pas subir. La distance XL, je sais que c'est un autre monde. Donc, j'ai jamais pour l'instant voulu y aller. Donc, j'ai continué à faire des distances L, à faire Portugal, faire sur le circuit Ironman, enfin Alpha Ironman. Donc, à m'améliorer toujours sur mes sur mes temps. Je disais qu'Aix-en-Provence, j'avais mis 5h45 et mon meilleur temps après sur un L plat roulant, j'ai mis 4h58, je crois, mon meilleur temps. Ça va, déjà une belle progression quand même, 45 minutes. Ouais, voilà. Donc, super, super contente. Et après, je me suis dirigée beaucoup vers le vélo, en fait. Vers le vélo, parce que je suis aussi dans une association de vélo pour promouvoir le cyclisme féminin, enfin la mixité dans le cyclisme. Donc là, depuis 2020, on participe aux étapes du Tour J-1, en fait, avec l'association Donnons des ailes au vélo. On participe ici dans les Pyrénées aux étapes du Tour masculin. On fait la veille, en fait, du passage du Tour masculin. Donc beaucoup de vélo, en fait, depuis en marge du triathlon. Et ton point d'orgue, donc c'était ton meilleur temps sur Alf, 4h58. Ça te place comment en termes de classement, que ce soit au général ou dans ta catégorie? En catégorie, j'étais 3e. Ça va, en toute modestie, il faut creuser quand même pour que tu nous donnes les infos. Et du coup, ça t'a pas motivé à aller encore plus loin? Alors plus loin, pas forcément sur les distances, pas monter sur du XL, mais aller plus loin dans la démarche, aller sur d'autres compétitions, même si t'en fais moins dans l'année, mais de manière plus ciblée. Alors le problème, c'est que je me suis vraiment beaucoup entraînée très sérieusement pour atteindre ce niveau-là en parallèle. Parce que quand j'ai fait 4h58, j'avais quand même repris le travail depuis. Hein. J'avais un travail à côté qui me prenait beaucoup de temps et toujours des enfants. Donc, mon timing comme je disais, était très, très timé comme aujourd'hui là pour l'enregistrement de ce podcast. Où en fait, faut déposer l'enfant à telle heure. Là, boulot. Donc là, je dois placer 2 heures de vélo. Donc là, je vais faire que du home trainer. C'est stressant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je sais que pour atteindre ce petit niveau, hein, c'est pas non plus du niveau, c'est un niveau correct, mais bref. Et je sais que ça va me demander beaucoup de stress entre guillemets, même si aussi il y a un stress où il y a une excitation parce qu'on sait qu'on arrive à faire tomber les chronos, etc. Mais à un moment donné, on arrive dans un cercle vicieux aussi. Je cours en fait derrière un chrono, quoi, à essayer toujours à faire descendre ce chrono. Donc j'ai conscience de tout ce qu'il faut mettre en œuvre
Et j'aime pas mettre tout. Voilà, j'avais ma carrière aussi professionnelle aussi en parallèle, et je voulais que ce soit quand même prioritaire. Enfin, la priorité, c'est la famille, évidemment, mais aussi j'ai ma carrière professionnelle. Je sais que je peux pas tout faire en même temps, donc je veux dire. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, tu as cette lucidité que tu partages. C'est vrai qu'on a souvent affaire à des triathlètes et en particulier masculins qui te disent bah ouais, moi je peux tout gérer, le boulot, le sport et la famille, les enfants, tout Ouais, ça. C'est pas que une idée reçue que beaucoup de triathlètes qui performent finissent au passage par y laisser des plumes au niveau de la famille, quoi. à vouloir être partout, à un moment donné, on finit par être nulle part. Donc, et comme j'aime faire bien les choses, je préfère me dire, ben non, là, voilà, tu as atteint un bon niveau à ce moment-là. Là, la priorité, voilà, c'est le boulot. Pourquoi pas, voilà, moi, là, cette année, j'ai pas fait de triathlon cette année. Je suis plutôt sur des épreuves cyclistes longue distance. Mais le fait de nager me manque, le fait d'enchaîner, etc., me manque. Donc, je sais que je vais faire du triathlon sans vouloir vraiment de faire de compétition, mais je sais que je vais y revenir parce que c'est un peu viscéral et que cette adrénaline-là me manque. Mais en même temps, comme j'aime pas trop, quand je prenais le départ d'une course, c'était pour faire un top 3, un top 5, un top 10 en fonction de, voilà. Et y aller sur une compétition en sachant que voilà, j'ai quand même mon ego, sachant que je vais être aux fraises, je me dis voilà, c'est compliqué psychologiquement aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps pour tout, et je sais que quand je vais pouvoir me remettre à fond, à m'y remettre vraiment dedans. Et puis j'ai une blessure aussi au genou, aussi, j'ai oublié de dire, en 2018, qui pendant un an j'ai dû couper, j'ai eu le ménisque fissuré en 2018, une opération qui s'est pas très bien passée non plus. Donc là, j'ai dû réapprendre à marcher tout court. Donc, c'était aussi compliqué. Ça calme aussi. Ça calme aussi, mais quand j'y repense, sur un tapis de course, et j'ai dû apprendre. J'étais à 4 km à l'heure chez le kiné. Il m'a dit bon, allez, on va monter à 5, à 6. Donc, c'était très compliqué. Mais voilà, c'est en fait toute une question d'organisation et de temps. Je me suis dit, bah, on va reprendre la course à pied, on va courir 10 minutes, puis 20 minutes, puis après on va faire 2 séances, puis après 3 séances. Mais le tout, c'est de la régularité en fait. Quand on est régulier dans tout ce qu'on fait, voilà, on perd un petit peu, mais on revient vite, on arrive quand même vite à revenir, même si on s'est blessé. Je veux dire, il y a aussi une mémoire, la mémoire du corps, la mémoire aussi qui nous rappelle, qui fait qu'on arrive à revenir assez vite. Après, je ne sais pas si j'ai cette chance-là, mais comme à côté, j'ai toujours une hygiène de vie depuis petite, grâce à mes parents, où jamais fumé. Bon, je sors un petit peu, mais voilà, mais vraiment très très limité. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, mais enfin sans vouloir vraiment faire attention. J'aime tout ce qui est frais. Voilà, j'avais fait des études aussi en parallèle en diététique, donc je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vrai que tout ça mis à bout fait que j'ai de la chance que sportivement, j'arrive vite à faire un petit niveau. Tu parlais de la blessure et le fait que du coup ça t'est obligé à réapprendre à marcher puis à courir. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Édouard Boulanger que j'avais déjà reçu au tout début du podcast. Édouard Boulanger qui est l'ancien copilote de Stéphane Peter Hansel en rallye raid, qui est maintenant le copilote de Nasser Al-Attiyah, donc ceux qui dominent le circuit et qui à ses heures perdues, Édouard est triathlète. Il fait des Ironman. Voilà. C'est un peu pour compléter sa préparation physique. Et l'année dernière, avec Stéphane Peter Hansel sur le Dakar, ils ont eu un gros accident et il est resté alité plusieurs semaines. Et lui me disait que cette blessure-là avait eu l'avantage, entre guillemets, de lui faire un reset total. Le fait de devoir réapprendre à marcher, le fait de devoir réapprendre à faire certains gestes, ça te fait faire un reset, même au niveau du cerveau, et donc ça te permet de réapprendre les bons gestes, entre guillemets, beaucoup plus adaptés à ton sport. Est-ce que toi, c'est cette sensation que tu as eue là, et depuis, est-ce que tu as l'impression de mieux courir, d'être plus légère, d'être plus économe, d'être plus efficace? Alors peut-être inconsciemment, parce que c'est vrai que quand j'ai réappris à marcher avec le kiné, il m'avait donné
des tips entre guillemets, le regard, là, tu le positionnes là, le pied, tu l'as comme ça. Il avait analysé déjà ma foulée, chose que je n'avais jamais faite avant. Donc effectivement, tout ça, j'ai dû lui apprendre et le cerveau a enregistré de nouveaux gestes, même si je pense que techniquement, j'avais déjà quand même à la base une chance d'avoir une bonne technique. Mais ouais, sûrement. Mais moi, ça m'a donné la niaque parce que je me suis dit, waouh, c'est vrai que les pauvres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir cette forme physique que nous avons, les valides, etc., quand tu as un pépin physique, et que tu sais que c'est juste temporaire et que c'est pas c'est rien, c'est juste un ménisque, c'est pas un grave accident, c'est pas tu n'es pas en fauteuil roulant, tu dis c'est rien, c'est juste de la patience et ça te donne de la niaque. De la niaque pour vite revenir, quoi. Mais du coup, ça t'a donné de la niaque, mais pas pour te remettre dans le circuit des compétitions en triathlon. Ça t'a fait faire un peu un pas de côté. Si, en 2018, si, j'ai repris le triathlon, que du long. Le S, c'est trop violent pour moi. Je sais pas. Voilà, puis bon, j'ai 45 ans, quoi. Ouais, bah 2018, on n'avait pas 45, mais t'en avais 40. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, quitte à y être, voilà, on profite un maximum et la distance, elle, me correspondait bien parce que comme j'ai appris à nager, bon, tu te doutes bien que je suis pas, voilà, une fusée en natation, que je me débrouille, mais bon, ça reste quand même très moyen et que tout ce que je rattrapais, c'était, voilà, surtout à vélo, voilà, je rattrapais beaucoup de filles et après en course à pied. Donc, vaut mieux que ce soit long. D'ailleurs, tu disais que ton papa était cycliste. Est-ce que c'est lui qui t'a mis un peu un pied, non pas à l'étrier, mais sur la pédale? Est-ce que c'est lui qui te donne encore des conseils sur le vélo? Est-ce qu'il t'emmène faire du vélo? Alors, pas vraiment, parce que voilà, une famille assez pudique, je me suis assez débrouillée moi-même. Mais alors, quand mon papa a arrêté le vélo, j'étais toute petite, donc j'ai pas de souvenirs, à part les trophées sur le buffet et les vieilles photos en noir et blanc sur ses courses. Par contre, j'ai mangé du Tour de France à la télé et sur les bords de route tous les étés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien. Mais le triathlon et le vélo, non, mon père n'y est pour rien là-dedans. Alors je sais qu'il est très fier aujourd'hui et que sur le vélo, voilà, quand je vais le voir, il va s'occuper de mon vélo ou me donner des conseils parce qu'il est hyper technique. Il va passer 2 heures sur Internet à chercher, voilà, quel dérailleur il faut, ceci, etc. Aujourd'hui, il a 73 ans et il fait toujours du VTT. Enfin, il est passé au VTT, mais pour le plaisir du VTT sans assistance électrique, je précise. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Et voilà, il fait des sorties de 40 à 60 bornes par sortie, donc ça le maintient en forme. Et, et voilà, donc c'est quelque chose quand même qu'on partage aujourd'hui. Donc là, ça fait 2 ans que tu as laissé un peu le triathlon de côté, tu nous disais, sortie de Covid. Oui, mais donc du coup, sortie de Covid, parce que j'étais inscrite moi au LALF à Nice pour le Covid. J'avais fait, je sais plus si j'avais fait le Portugal ou pas. Enfin bref, il y avait eu des reports. Mais du coup, en 2020, avec l'association de vélo, on avait réussi à faire quand même pendant le Covid. Après, c'était en mois d'août. On avait réussi à faire le J-1 pendant cette période-là. Et j'avais appris en fait à faire du sport autre que la compétition, parce que c'était pas une compétition, c'était un partage avec des filles qui découvraient complètement le vélo et qui se sont cognées des étapes de 180 bornes avec 3 cols dans les Pyrénées. Donc là, c'est respect. Et c'était un partage exceptionnel qui m'ont fourni des émotions autres que le triathlon. Parce que donc j'ai eu des émotions via le triathlon, mais là, c'est dans le cadre de la compétition, on partage moins, non, parce que tu es quand même seul sur ton vélo. Tu vas pas discuter avec ça va, tu vois. Alors que Ouais, surtout qu'en théorie, normalement, t'as pas le droit. Hein. À partir du moment où ça commence à devenir un peu long, t'as pas le droit d'être à côté de quelqu'un ou devant ou derrière. Hein. Exactement, voilà, ou taper la discussion, voilà, en course à pied, tu es quand même seul. Donc, j'ai appris en fait à découvrir aussi le vélo, le sport autrement qu'à travers la compétition, parce que finalement, depuis mes 28 ans, j'ai fait énormément de compétitions, à faire que ça tous les week-ends. Donc là, et d'ailleurs, quand je me suis engagée dans cette aventure-là, je me suis dit que ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire parce qu'il n'y a pas de
Il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Et en fait, non, pas du tout. C'était révélateur. J'ai adoré ce partage entre nanas qui découvraient le vélo, qui sont sorties de leur zone de confort. C'était ouf. C'était ouf. Donc là, ouais, ça m'a un peu cassé les pattes pour le triathlon, à vrai dire. J'ai refait des triathlons en 2021 ou 22, je crois. Ouais, 2022. Donc là, l'année dernière, comme j'ai changé de boulot, enfin, je me suis mis. Il y avait d'autres projets professionnels, donc voilà, je me suis mis à fond là-dedans. Mais voilà, le triathlon me manque à nouveau, donc je dis c'est cyclique. Donc ça va revenir. Ça va revenir. Et justement, tu vas revenir comment? Par la petite porte, par DS, DM ou direct duel? Oui, direct duel. Ouais, parce que maintenant je me connais. Je sais que j'ai de l'endurance. Le genou tient bien maintenant. Il y a juste quelques réglages au niveau de l'alimentation à faire sur le L. Mais oui, si, quand je vais repenser surtout duel. Ok, et du coup avec un objectif particulier, un objectif de podium, un objectif de qualification pour les championnats du monde de Alpha Ironman ou de la compétition gentille juste pour aller te confronter aux autres et essayer de gagner? Alors, un peu des deux, je pense. Un peu des deux. Un peu des deux, mais si je fais du half sur le circuit Ironman, ce sera pour une qualification, oui, pour les championnats du monde, parce que je suis passée au Portugal à ça, parce qu'il n'y avait qu'un slot, malheureusement, dans ma catégorie d'âge. Ah oui, quand tu fais troisième? Voilà, je crois que je fais 3 ou 4, je sais plus, mais en plus, pour un truc bête, j'ai foiré ma course à pied pour un truc de débutant, vraiment un truc de débutant. La veille, j'achète des nouvelles chaussettes. Alors Stéphanie, tu me feras penser, il faut que je t'envoie un livre qu'on a coécrit avec Olivier et d'autres. Et l'une des phrases principales que je mets dans mon chapitre, c'est « On ne teste rien en compétition ». Non, mais en plus, je le sais, mais j'ai trouvé trop super ces chaussettes. On y est super bien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. C'était un signe du destin. Je sais pas. Je devais pas être qualifiée. Je devais pas prendre un avion. Mais j'ai fait une super natte pour une fois. Un énorme vélo. La course à pied sur le circuit de Cascais au Portugal. C'est un circuit qui est très vallonné en course à pied. Qui est très, très vallonné. Et je pars. Bon, j'ai la chance aussi en course à pied de rien sentir musculairement après le vélo. Et je pars sur de très bonnes bases. Et je crois que j'étais en K12 au kilo. Je dis, waouh, c'est trop bien. Je vais aller chercher ce slot. C'est déjà pas mal, 4-12 au kilo, hein, surtout quand tu pars pour un SMI. Hein. Et au 5e, je sens que il faisait très chaud. Je sens que ça chauffe sous la plante du pied. Je dis, bon, il fait chaud, c'est rien. Et puis ça allait, mais une brûlure, mais une brûlure sur le pied atroce qui fait que je voyais mon chrono qui chutait comme ça, tac. Et il me tardait qu'une chose, et je ne pensais même plus à mon chrono, hein, d'ailleurs. Il me tardait qu'une chose, c'était d'enlever cette chaussure et cette chaussette. Donc j'avais une énorme ampoule sous la plante du pied, quoi. Donc c'est ballot, quoi. Tout ça parce que tu t'es dit, tiens, si je changeais de chaussettes. Non, mais n'importe quoi. Alors que je teste toujours tout avant, l'alimentation, la diète, la position vélo. Mais là, non, ce jour-là, non. Ce jour-là, ça voulait pas. Bon, ouais. Voilà. T'as pas eu ton slot, donc au moins ça te fixe un objectif pour plus tard. Aller obtenir ce slot. Pourquoi pas. Après, je sais que si t'es qualifié, voilà, que c'est du budget, c'est encore de l'argent, c'est encore du temps, etc. C'est plus pour sa fierté personnelle que d'y aller, tu vois, finalement. Mais après, je me dis, dans une vie de triathlète, peut-être quand même, c'est quelque chose à vivre à un moment donné. Ouais, c'est quand même quelque chose à faire. Alors après, souvent, on te dit que le Graal d'un triathlète, c'est d'aller à Hawaï, mais ça, c'est quand t'es sur le XL. Mais effectivement, quand t'es sur des distances L, déjà aller chatouiller les championnats du monde Alpha Ironman dans la distance, enfin dans le label Ironman, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas. Bon, mais l'avantage, c'est que du coup, même si t'as laissé un petit peu le triathlon de côté,
bah, tu as continué à beaucoup travailler le vélo. Donc, ça te donne de la caisse, de l'endurance, de la puissance. Non, mais je cours quand même, à côté. Il n'y a que la natation que je n'ai pas repris parce que voilà, je fais pas de compétition. J'ai toujours couru depuis que je suis petite pour le plaisir. Donc, et puis aussi en parallèle, j'ai fait aussi des années. J'ai été inscrite aussi dans un club d'athlétisme où j'ai fait des crosses aussi en parallèle. Il y avait le triathlon, mais il n'y avait pas que. Il y avait le cyclisme, le cross, l'athlétisme, et tout ça à côté, quoi. Ouais, il y avait déjà quand même pas mal de trucs. Oui, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement, justement, de ces années de 28 à 43, où tu as pratiqué le tri? Que tout est possible, hein, je crois que c'est le slogan d'Ironman, ou rien n'est impossible, je sais plus. Mais en fait, chaque fois que quand tu as un objectif, en fait, que tu te donnes les moyens et que c'est organisé, en fait, que tout est possible. En fait, que tout est possible. À moins d'avoir vraiment un pépin physique ou un boulot qui ne te permette pas qui te donne aucun temps libre à côté. Moi, ça m'a permis comme je te disais, que j'étais très timide, mais voilà, quand j'étais très jeune. Mais moi, ça m'a permis aussi de me sentir vivante, d'exister aussi à travers le sport en parallèle voilà, du monde professionnel. J'ai quand même beaucoup appris sur moi, hein. Je ne pensais pas, quand j'ai découvert le triathlon, que je ne savais ni nager ni pédaler. Je ne savais pas. Déjà, je voyais le S comme quelque chose d'incroyable. Et quand on met un pied dedans, voilà, une fois que tu fais le S, après, voilà, tu dis, bah, je vais faire du M, après du M, du L. Quand jamais j'aurais pensé que j'étais capable de pouvoir voilà, enchaîner rapidement, d'arriver à ces distances-là, en sachant qu'avant, voilà, je n'avais pas un passé non plus de sportive au niveau de la compétition. Je ne pensais pas en être capable. Donc, ouais, c'est une fierté. Je pense que c'est fier. Et puis aujourd'hui, moi, je banalise le triathlon, mais chaque fois que je dis que je fais du triathlon, on dit waouh, c'est génial. Moi, je trouve pas si génial que ça, parce que je pense que c'est un petit triathlon licence S, quelqu'un qui est sportif, je pense qu'il en est capable. Voilà, si on lui montre 2-3 tirs, c'est ce que je pense. Mais après, je sais pas. C'est pas mal pour une triathlète sans le vouloir. C'est ça. Et du coup, tes gamins, 10 et 17, hein, si j'ai bien noté, 2 garçons, ils sont déjà triathlètes dans l'âme? Le grand, oui, a fait du triathlon, le petit. Après, il n'arrivait. C'était du stress pour eux, les compétitions. Enfin, le grand surtout, parce que le petit n'en a pas encore fait. Il a fait des duathlons, juste. Donc, ils font du sport co, hein, tous les deux. Mais moi, je veux pousser en rien du tout. Surtout, rien du tout. Parce que je vois beaucoup de parents, surtout dans le sport co, comme ils ont raté quelque chose eux-mêmes, ils essayent à travers leurs enfants de vivre ce qu'ils n'ont pas vécu. Donc moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de leur imposer. Donc ils font ce qu'ils veulent, ce qui leur plaise. Ils testeront. Enfin, le grand a déjà testé, mais je sais qu'ils sont très fiers de moi et que plus tard, je mets une petite pièce sur le fait qu'ils s'en feront plus tard. Bon, écoute, on met une petite pièce avec toi et puis on peut déjà prendre date si tu veux. On leur dira de venir nous faire un petit coucou dans le podcast dans quelques années. Comme ça, on fera un épisode en famille, maman et les garçons. Ça marche? Comment est-ce que tu as progressé tout au long de cette carrière, entre guillemets, d'amateur en triathlon? Tu l'as dit au début, t'as commencé à apprendre à nager toute seule. Merci YouTube et les tutos. Merci notre génération Internet. Et comment tu passes du tuto sur YouTube à la mise en pratique dans l'eau? Parce que faut déjà avoir bien conscience de son corps, bien conscience de ses appuis, bien conscience du geste qu'on est en train de faire. Alors, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup dans la vie de tous les jours, mais qui observe beaucoup. Donc, ça, c'est ton passé de timide. Ouais, c'est ça. Donc, mon passé de timide fait que j'observe beaucoup, en fait, les gens, et j'ai une chance de pouvoir analyser facilement des situations ou analyser des personnes. Et que ce soit à la télé ou à l'entraînement, quand le coach, donc quand je suis arrivée en club de triathlon, là, les consignes qu'il donnait,
je me disais pas, ah non, il comprend rien. Voilà, je prenais vraiment au pied de la lettre ce qu'il disait. Et j'avais fait un stage de triathlon aussi en Espagne avec, je crois que c'était Ménard, où on nous filmait dans la piscine. Et c'est vrai que de se filmer, surtout en natation, on se voit pas en fait. Et j'ai appris beaucoup en fait en me voyant nager. Et j'ai dit oh là, c'est une catastrophe. Là, j'ai la main qui fait comme ci, qui fait comme ça. Mais je pense que c'est peut-être chez les filles. Je pense que chez les filles, on est très appliquées. Je sais pas. Mon coach en 2014 m'avait dit que c'était un régal de m'entraîner parce que j'étais très appliquée. Que j'appliquais vraiment à la lettre son plan et que j'ai jamais fait de volume, j'ai toujours voulu faire de la qualité. Donc je sais que mes corps de séance étaient courts, mais je faisais beaucoup de qualité sur ces trainings-là. Et j'ai jamais fait m'entraîner tous les jours à faire du volume tous les jours, c'était calculé. Là, j'avais vraiment un bon plan aussi d'entraînement. Hein, merci le coach. J'aime pas m'entraîner en mode aléatoire, par contre. C'est-à-dire, allez, je vais courir pour aller courir, je vais aller faire du vélo pour aller faire vélo. Non, c'est toujours un sens derrière et c'est toujours calculé. Et voilà, les entraînements croisés, etc. Je pense que je l'avais compris aussi. Donc cette méthodologie-là et après cette assiduité ont fait que j'ai très vite progressé. Et tu es resté avec le même coach toutes ces années de pratique ou tu as évolué? Non. J'ai commencé avec Cyril Amiot, 2013, très très bon coach. Et ensuite, je me suis entraînée avec. Il va m'en vouloir s'il m'écoute, le prénom. C'est Optimise Perf, qui est sur Bordeaux. Aussi, très très bon, où j'avais fait un test sur vélo également. Qui m'a permis de tomber le chrono et de tomber en 4h58 sur le half. Mais c'est vrai que j'ai besoin, comme mon timing est serré, j'ai besoin d'avoir un coach qui me dit, voilà, ta séance, elle est décomposée comme ça, tu me donnes Enfin, je donnais mon planning, je dis, voilà, le temps je peux te libérer tant d'heures, voilà mes contraintes familiales, voilà mes contraintes professionnelles. Et donc là, et c'est vrai que c'est quand même du luxe de ne pas avoir à réfléchir, se dire alors attends, qu'est-ce que je vais faire comme séance, quand est-ce que je la case, etc. Le dimanche soir, en fait, j'avais déjà mon planning pro, familial et sportif de caser. Donc je l'avais en tête, je l'avais mémorisé, et donc j'étais prête déjà, en fait, psychologiquement à aller encaisser tout ça, quoi. Mais c'était, voilà, je sortais du bureau, j'arrive ici, comme Superwoman, on se change, tenue de casquette, tap, je pars faire ma séance, je reviens, douche, j'avale mon truc, je repars au bureau. Voilà, voilà. Donc, j'aime pas perdre mon temps, mais là, pour le coup, ça peut sembler, on s'est dit, waouh, c'est triste comme vie, mais c'est pour ça qu'on peut pas le faire tout le temps. Parce que maintenant, j'apprécie, voilà, le vendredi soir, je me dis, bon, j'ai pas de séance, je vais aller boire l'apéro, voilà, et mon chéri, dehors. Tu vois. Une grenadine, évidemment, hein, évidemment. Non, pas du tout. Vin, alors absolument pas. Vin, bière, pas de souci. Et c'est pour ça que s'entraîner vraiment, enfin, comme moi, j'aime m'entraîner sérieusement, je peux pas le faire tout le temps parce que il y a la famille aussi et que c'est très demandeur, c'est énergivore et que ça peut être stressant et frustrant. Si j'arrive pas à faire mes séances, ça me frustre. J'ai horreur de la frustration, donc c'est pas bon. Donc, je préfère ne pas faire. Écoute, je pense que c'est super inspirant tout ce que tu nous délivres et notamment pour les femmes qui écoutent, mais aussi pour les hommes. Hein. Il y a aussi des papas qui s'occupent de la famille. Il y a aussi des papas au foyer. Voilà. Et là, je lève la main. En ce moment, je suis papa célibataire pour quelques semaines. Madame est partie en déplacement, donc voilà, je suis un super papa. Ouais. Tu vois, c'est marrant cette propension à dire ouais, je suis un super papa. Mais en fait, vous êtes déjà des super mamans. Vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits, mais on est comme ça. Non, on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, mais il faut faire attention aux enfants parce que donc je sais qu'ils sont fiers
Enfin, tous les enfants de parents sportifs sont fiers de leurs parents, mais faire attention qu'ils aient pas une overdose, ils se disent allez, ça y est, pas encore faire son vélo et moi je passe à la trappe. Tu vois. Donc j'essaye quand même toujours. Alors je dis voilà, j'ai donné du temps pour vous, on a fait ça, cette sortie, etc. Mais voilà, en contrepartie, maman, pour bien se sentir, eh ben, elle a besoin d'aller faire son vélo, elle a besoin de faire sa sortie parce que vous avez besoin d'avoir une maman heureuse. Il faut que maman elle soit heureuse, il faut qu'elle fasse son sport. Exactement. Voilà, donc il faut trouver un équilibre. C'est une question d'équilibre. Je t'avais promis qu'on ferait pas trop long, donc on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Le podcast s'appelle Devenir triathlète et la question signature de ce podcast, c'est justement, à ton avis, Stéphanie, comment, et surtout quand on a commencé à 28 ans, comment devenir triathlète ? Il faut être amoureux du triathlon. Faut être amoureux du triathlon. Enfin, moi, c'était une passion. Et donc, quand on est passionné, on se donne plus de limites, que ce soit financier ou sportif. Donc, devenir triathlète, il faut y aller avec le cœur. Il faut pas y aller pour prouver quelque chose à quelqu'un. Peut-être pour prouver à soi-même, c'est déjà pas mal. Mais il faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi. Voilà, je pense que moi, mes définitions, c'est ça. Écoute, je la valide. Hop, tac, tu vois, il y a la petite coche validée. Écoute, c'est nickel. Pour terminer, allez, même si je remettrai les infos dans les notes de l'épisode, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage, où est-ce qu'on te met des, entre guillemets, coups de pied aux fesses pour que cette année ou l'année prochaine, ce soit l'année de ton retour, de ton comeback au triathlon? Alors, sur Instagram, donc mon pseudo, c'est Nini Blondie. Ok. Blondie par rapport aux cheveux, tout ça. Ça marche. Et puis Nini, comme Stéphanie, mais voilà. Nini Blondie, de toute façon, je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, je t'ai trouvé aussi via LinkedIn, où tu as un profil beaucoup plus pro quand même. Plus pro. Je parle pas trop de triathlon, mais les seules fois où j'ai posté des choses de triathlon, c'est là que... Il y a un intérêt, il y a un attrait. Super. Et puis, même si l'épisode n'est pas sponsorisé et même si on n'était pas forcément là pour en parler, tu nous rappelles le nom de ton cabinet d'assurance spécialisé dans l'assurance et la prévoyance des sportives et sportifs de niveau professionnel. Donc, c'est Sport Pro Assurance. Et donc, il y a une page LinkedIn et Instagram aussi depuis peu. Ok, super. Écoute... Je vous invite à liker. Allez, on va tous aller liker, toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast. S'il vous plaît, cliquez sur le lien en bas dans les notes de l'épisode et puis allez liker les pages LinkedIn et Instagram. LinkedIn, si vous savez pas ce que c'est qu'on n'est pas de la même génération, mais c'est pas grave, vous allez sur Insta. Bon, super. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne journée. Merci à toi. Je te laisse aller enfiler ta tenue de Superwoman pour aller jumper dans une nouvelle réunion au boulot. Et puis, bon entraînement. Ah non, on est vendredi. Ce soir, c'est apéro, c'est ça? Exactement, avec les enfants. Apéro avec les enfants. Super. Merci, Stéphanie. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.